Chaque jour, vous regardez la carte du monde que vous connaissez si bien et vous n'y voyez que des continents et des océans. Mais les manuels scolaires vous ont caché une terrible vérité pendant des années. Ce que vous voyez de la Terre n'est pas du tout l'œuvre de la nature. C'est le résultat d'une exploitation monstrueuse et brutale des ressources de notre planète. Nous appelons à tort forêt de misérables buissons de 30 mètres de haut, alors que le monde d'autrefois était complètement différent. Vous et moi, nous vivons sur les ruines d'une exploitation minière mondiale, au milieu de souches pétrifiées aux dimensions incroyables que nous appelons bêtement des montagnes tabulaires. Préparez-vous à oublier pour toujours ce que disent les scientifiques, car nous allons maintenant vous montrer le vrai et terrifiant visage de notre planète morte. Pour trouver les vestiges du plus grand géant de la planète, il ne faut pas regarder les montagnes, mais le désert. En Mauritanie, au milieu des sables infinis, se trouve un objet qu'il est impossible de saisir du regard depuis le sol. On ne le voit que depuis l'espace. C'est la structure de Risha ou l'œil du Sahara. C'est un cercle gigantesque de 50 km de diamètre. La science a longtemps été incapable d'expliquer sa nature. Au début, on a dit que c'était un cratère de météorites, mais il n'y a aucune trace d'impact. Maintenant, on parle d'érosion, qui aurait soi-disant créé par hasard une cible parfaite. Mais si on regarde les images satellites, ça ne ressemble pas du tout à un hasard. Ce sont des cercles concentriques parfaits, imbriqués les uns dans les autres, un anneau à l'intérieur d'un autre, et ainsi de suite jusqu'au centre. Dans la nature, il n'existe qu'un seul analogue à une telle structure. N'importe quel forestier vous dira que c'est exactement à ça que ressemble la coupe transversale d'un arbre. Ce sont les cernes de croissance. Chaque cerne marque un cycle de vie de la plante. Ce que nous avons sous les yeux n'est ni un cratère, ni un jeu du vent. C'est la coupe du tronc de l'arbre-monde, celui dont parlent les légendes de tous les peuples. Si les autres montagnes n'étaient que de simples branches, ici se dressait le tronc qui soutenait le ciel. On l'a coupé à ras, au niveau du sol. Le diamètre de cette souche est de 50 km. La hauteur d'un tel arbre dépassait de loin l'atmosphère. Ses racines nourrissaient la planète entière, et sa cime abritait des continents entiers. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une tache dans le désert, qui nous rappelle à quel point ce monde était immense avant l'invasion. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut se tourner vers l'Amérique du Sud. Là-bas, au milieu de la jungle, se dressent les mystérieuses montagnes Tepuy, dont la plus célèbre est le Roraima. La particularité de ces montagnes, c'est qu'elles n'ont pas de sommet. Leur cime est un plateau parfaitement plat de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Les parois tombent à la verticale, formant un angle droit parfait. Dans la nature, aucune force n'est capable de couper la pierre de façon aussi nette. Le vent et l'eau arrondissent toujours les angles, donnant aux rochers des formes douces. Un tel paysage ressemble à la trace d'une scie géante. Le Roraima ressemble à une souche d'arbre classique, celle qui reste après l'abattage d'une forêt. Mais le plus surprenant se passe au sommet. De ce plateau plat jaillissent en permanence les plus hautes chutes d'eau du monde. L'eau coule en un flot ininterrompu toute l'année. Cela défie le bon sens, car au sommet, il n'y a ni glacier, ni calotte neigeuse, ni lac immense qui pourrait alimenter ces cours d'eau. L'apparition d'eau sur un rocher isolé, plus haut que les nuages, demande une explication. La solution est peut-être simple. La souche essaie encore de vivre. À l'intérieur du tronc pétrifié, un système de pompage a survécu. Les racines de ce géant s'enfoncent sur des centaines de kilomètres sous terre, atteignant les nappes phréatiques. Par inertie, elles continuent de pomper l'eau vers le haut, vers une cime qui n'existe plus. L'eau sous pression monte jusqu'au plateau et se déverse simplement par-dessus le bord de la coupe. Ces cascades ne sont pas une merveille de la nature, mais les larmes d'un arbre mutilé qui continue de fonctionner à vide. Le monde ancien n'a pas péri à cause d'une catastrophe naturelle, mais parce que quelqu'un avait besoin des ressources de la planète. Le Grand Canyon aux États-Unis en est une preuve éclatante.
Officiellement, on considère que ce trou a été creusé par le fleuve Colorado. Mais l'analyse des cartes montre que les fleuves créent des lits étroits et sinueux. Dans ce cas précis, on voit une tranchée gigantesque de 30 km de large avec des parois à pic. L'eau ne travaille pas comme ça. Un fleuve ne peut pas découper la roche en strates sur une telle largeur. La forme du canyon reproduit trait pour trait l'apparence d'une immense carrière industrielle. C'est exactement à ça que ressemblent les sites d'extraction de charbon ou de minerais, mais en 1000 fois plus grand. Il est probable que des machines rotatives géantes aient travaillé ici, découpant la terre couche par couche. Les bandes sur les parois, qu'on appelle couches géologiques, ressemblent, si on les examine de près, aux traces laissées par les dents d'un godet aux dimensions incroyables. À l'intérieur de la fosse, il reste des montagnes isolées, de forme pyramidale parfaite. Les géologues leur donnent de jolis noms de temples, mais les mineurs les appellent des repères. Lors de l'extraction de minerais, on laisse intentionnellement de tels piliers pour que les géomètres puissent calculer la quantité de roches déjà extraites. Le Grand Canyon présente toutes les caractéristiques d'une mine exploitée. On y extrayait peut-être des éléments rares qui s'accumulaient dans les racines des arbres de silicium. Les envahisseurs n'avaient pas seulement besoin des troncs, mais aussi du riche minerai sous les racines. C'est pourquoi ils ont retourné la terre de manière si barbare avant de l'abandonner. Pour comprendre les vraies raisons de la destruction du monde ancien, il faut se pencher sur la nature de ce qu'on appelle les pierres précieuses. La science moderne affirme que des cristaux comme les diamants ou les rubis se forment dans les entrailles de la Terre sous l'effet de pression et de températures monstrueuses sur des millions d'années. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi les gisements de ces pierres se présentent souvent sous la forme de cheminées verticales et étroites qui transpercent la croûte terrestre sur d'immenses profondeurs. Si on regarde la chose du point de vue de la biologie de l'ère du silicium, la réponse devient évidente. Des arbres de cette taille n'étaient pas de simples plantes, c'étaient de très puissants générateurs d'énergie, et à l'intérieur circulaient des fluides d'une composition totalement différente. Les différentes couleurs des pierres précieuses correspondent simplement à la composition chimique différente de la sève de différentes espèces d'arbres. Le rubis rouge pouvait être la sève d'une espèce, l'émeraude verte celle d'une autre, et le diamant transparent celle d'une troisième. On sait que l'ambre est la résine fossilisée de conifères ordinaires, ceux qui poussent aujourd'hui. C'est une substance organique molle qui durcit avec le temps. Mais les géants de silicium, dont la cime s'élevait jusque dans l'espace, avaient une chimie différente. Leur sève vitale était saturée de métaux, d'éléments rares et d'énergie pure. Quand l'écorce d'un tel colosse était endommagée, ou quand on coupait l'arbre, une sève épaisse et lumineuse se mettait à couler de la blessure. Sous l'effet de l'atmosphère et de la pression interne colossale, ce liquide se figeait instantanément, se transformant en cristaux ultra durs. Les cheminées de diamants, comme la cheminée de Kimberlite-Mir en Yakoutie, ne sont pas des cratères d'anciens volcans, mais des canaux figés par lesquels cette résine s'écoulait. Leur forme rappelle la trace d'une injection géante ou d'une perforation profonde, faite avec un outil pour pomper les ressources. Ce qui est aujourd'hui considéré comme un symbole de richesse et de luxe est en réalité le sang figé de la planète. Le diamant, c'est l'énergie pure et concentrée d'un arbre ancien. Pendant des siècles, les hommes se sont entretués pour le droit de posséder ces éclats, les ont sertis sur des couronnes et des bagues, sans même se douter qu'ils se paraient de fragments de l'agonie d'un monde détruit. Mais réfléchissons un instant. Comment utilisons-nous ces pierres exactement ? Nous ne nous contentons pas de les porter comme des bijoux. Les diamants sont les éléments les plus durs de la planète. Nous les utilisons dans les forêts pour percer la terre et dans les scalpels pour inciser la chair. Les rubis sont utilisés dans les lasers. Le quartz, qui composait le tronc des arbres, se trouve dans chaque montre et dans chaque ordinateur. Sans même le savoir, nous avons bâti notre civilisation technologique sur les organes des géants abattus. Nous utilisons leurs restes pour faire fonctionner nos machines. Chaque fois que vous regardez l'écran de votre smartphone, vous regardez à travers un cristal qui faisait autrefois partie d'un système vivant et pensant. La question la plus vaste et la plus dérangeante, celle qui détruit la vision officielle du monde, concerne la loi de la conservation de la masse. Si la surface de la Terre était couverte d'une forêt d'arbres de plusieurs dizaines de kilomètres de haut, le volume de bois aurait dû se chiffrer en quadrillions de tonnes. Une telle masse n'aurait pas pu simplement disparaître sans laisser de traces. La science officielle parle de l'érosion des roches,
Mais le processus d'érosion naturelle prend des milliards d'années et ne produit pas une telle quantité de matériaux homogènes. La réponse à l'énigme de la matière disparue se trouve sous nos yeux et occupe près d'un tiers des terres émergées de notre planète. Ce sont les grands déserts. Faites une expérience. Prenez un morceau de granit ou de silicium et commencez à le scier avec une meuleuse d'angle. Pendant l'opération, il se forme toujours une énorme quantité de poussière très fine et de débris coupants. Maintenant, imaginez ce processus à l'échelle de la planète. Le sable des plus grands déserts du monde, comme le Sahara, le Gobi, l'Atacama ou le Karakoum, est composé à 90% de quartz. Le quartz, c'est du dioxyde de silicium. C'est précisément le matériau qui servait de base à la construction des cellules des anciens arbres de silicium. Ce que nous appelons le sable n'a pas été déposé par l'océan ni apporté par le vent de nulle part. Ce sont des déchets industriels. Au microscope, les grains de sable des déserts ont souvent des bords tranchants et irréguliers, ce qui est caractéristique d'une fracture récente, et non d'un polissage par l'eau pendant des millions d'années. Si ce sable venait de la mer, les grains seraient ronds et lisses. Leur forme anguleuse témoigne d'un broyage mécanique. C'est la farine qui tombait de meules géantes. La technologie de nettoyage de la planète n'était zéro déchet que pour les envahisseurs. Les troncs droits, intacts, sans défaut et riches en ressources précieuses, ont été soigneusement coupés, chargés et emportés hors de la planète pour construire des objets qui nous sont inconnus dans l'espace. Peut-être qu'avec notre planète, ils ont construit la structure d'une sphère de Dyson ou une flotte de vaisseaux géants. Et tout ce qui était considéré. Comme un déchet, les branches, l'écorce, le feuillage, les souches et la couche supérieure de roche a été envoyé dans des broyeurs géants. La masse, réduite en une fine poudre, était déversée sur place, formant des terrils colossaux. En des millions d'années, sous l'action des vents, ces montagnes de sciure se sont transformées en dunes douces et en barcanes. Si l'on regarde le désert du Sahara depuis l'espace, il ressemble à une tache gigantesque laissée par le travail d'une énorme ponceuse. Là où bruissaient autrefois les forêts de silicium, il y a maintenant une couche morte de poussière de quartz de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Nous avons l'habitude de considérer les déserts comme une partie naturelle du climat. Mais ce sont des cicatrices. Ce sont des endroits où la couche de nature vivante a été rasée jusqu'aux fondations et recouverte de débris. Une autre preuve, ce qu'on appelle le sable chantant. Dans certains déserts, le sable émet d'étranges sons bourdonnants quand on marche dessus ou quand le vent souffle. La pierre ordinaire ne fait pas ça. Le son est produit par le frottement de millions de petits cristaux de quartz qui ont conservé leur structure. C'est l'écho résiduel d'une matière broyée qui formait autrefois un tout unifié et possédait des propriétés de résonance. Aujourd'hui, l'humanité, sans s'en rendre compte, poursuit l'œuvre de ses destructeurs. Nous utilisons ce sable pour produire du béton et du verre. Nos gratte-ciel, nos routes et nos maisons sont littéralement construits avec les cadavres broyés des anciens géants. Toute notre civilisation moderne vit au milieu des vestiges recyclés d'une grande époque passée. Et nous appelons ça le progrès. Nous marchons sur les cendres d'un monde anéanti. Nous respirons sa poussière. Et nous construisons notre avenir avec, sans comprendre que nous nous trouvons sur une décharge géante à l'échelle cosmique. À la surface de la planète, nous voyons des souches et des montagnes de sciure, mais que se cache-t-il sous terre? Si les arbres atteignaient des dizaines de kilomètres de hauteur, leur système racinaire devait être absolument colossal pour supporter un tel poids. Ces racines transperçaient la croûte terrestre sur des kilomètres de profondeur, créant un réseau complexe de canaux pour se nourrir et se stabiliser. Quand un arbre meurt, ses racines se dessèchent et, avec le temps, se désagrègent, laissant des vides dans le sol compact. Ce sont précisément ces vides que nous appelons aujourd'hui des grottes. La science officielle affirme que les grottes se sont formées sous l'action de l'eau qui a érodé le calcaire pendant des millions d'années. Mais cette théorie ne tient pas la route si l'on examine la structure des plus grands réseaux de grottes du monde. L'eau coule toujours vers le bas. Sous l'effet de la gravité, elle se fraie un chemin et le creuse. Pourtant, les grottes sont agencées de manière très différente. Leurs tunnels serpentent, montent, se ramifient, selon des angles incroyables, et forment souvent des boucles fermées.
L'eau ne s'est pas coulée vers le haut en spirale, mais les racines si. Les racines cherchent les nutriments, contournent les obstacles et créent précisément cette architecture complexe et enchevêtrée. Prenons l'exemple de la grotte Mammouth aux États-Unis, le plus long réseau de galeries souterraines au monde avec plus de 600 km. Si l'on superpose sa carte au schéma du système racinaire d'un grand arbre, la coïncidence est parfaite. Les vastes salles de la grotte sont les endroits où se trouvaient les nœuds racinaires principaux, sortes de cœurs souterrains de l'arbre. Les passages étroits et sinueux, où un homme peut à peine se faufiler, ce sont les capillaires, les plus fines radicelles qui absorbaient l'humidité. Nous, les humains, nous nous appelons spéléologues et explorateurs, mais en réalité, nous sommes des parasites qui rampent à l'intérieur du squelette pourri d'une plante géante. Une autre preuve, les parois des grottes. L'eau, en érodant la roche, la rend lisse ou laisse des traces horizontales marquant le niveau du courant. Mais les parois de nombreuses grottes ont une étrange structure nervurée qui rappelle une écorce ou une peau. C'est l'empreinte de l'enveloppe extérieure de la racine qui s'est solidifiée dans la roche environnante. Quand la matière organique à l'intérieur a pourri et s'est transformée en poussière, le moule de pierre est resté, conservant à jamais le motif de la surface de la racine. À l'intérieur de ces réseaux, on trouve souvent des stalactites et des stalagmites. On nous dit que ce sont des dépôts de sel laissés par l'eau qui goutte, mais du point de vue de la vie de silicium, ce sont les restes de la sève figée. Quand l'arbre mourait, la circulation des fluides s'arrêtait, mais à certains endroits, le sang épais de l'arbre, saturé de minéraux, continuait de goutter lentement dans les vides, se figeant en forme de glaçons. La grotte des cristaux au Mexique, avec ses cristaux de sélénite géants, est un endroit où une quantité énorme de cette énergie vitale s'est accumulée. Ces cristaux ne sont pas des pierres, c'est une substance biologique pure et figée. Il existe un autre phénomène, la respiration des grottes. De nombreuses entrées souterraines laissent périodiquement échapper un fort courant d'air, tantôt vers l'intérieur, tantôt vers l'extérieur. Les scientifiques expliquent cela par des différences de pression, mais ça ressemble au fonctionnement d'une ventilation résiduelle. Les racines ne sont pas de simples ancres, ce sont des organes de respiration et de métabolisme. À travers elles, l'arbre communiquait avec le sol. Ces poumons souterrains gigantesques, même après des millions d'années, continuent de réagir aux changements atmosphériques, créant une illusion de respiration. Il faut aussi penser aux mystérieuses cités souterraines, comme Derinkuyu en Turquie. Les historiens affirment que les peuples anciens ont creusé ces labyrinthes de plusieurs étages dans la roche dure, avec de simples burins primitifs. Cela semble absurde, vu le volume de travail et la complexité de la ventilation. Il est bien plus logique de supposer que les humains n'ont rien creusé du tout. Ils ont simplement trouvé des cavités déjà existantes, des nœuds de racines asséchés, et s'y sont installés, en les aménageant juste un peu pour leurs besoins. La ventilation parfaite de ces cités n'est pas un miracle d'ingénierie des anciens bâtisseurs, mais les pores naturels par lesquels la racine respirait. Dans certaines grottes, comme Son Doong au Vietnam, le volume des cavités est si grand qu'un climat propre s'y est formé, avec des nuages et du brouillard. La hauteur des voûtes atteint 200 mètres. C'était l'une des racines pivotantes centrales qui maintenait l'arbre géant. Imaginez la taille du tronc, si une seule de ces racines avait l'épaisseur d'un gratte-ciel. Nous promenons dans ces salles, admirons leur grandeur, mais nous ne réalisons même pas que nous sommes à l'intérieur d'un organe mort qui pompait autrefois la vie pour une créature qui touchait les étoiles. Le plus effrayant dans ce tableau, c'est le vide. Où est passée la matière qui remplissait ces tunnels ? Si c'étaient des racines, elles étaient faites de matière. Quand un arbre à base de carbone pourrit dans le sol, il laisse derrière lui de l'humus fertile. Les racines de silicium, en se décomposant, laissaient derrière elles de l'argile. Les immenses gisements d'argile que nous trouvons sur toute la planète se trouvent souvent en couches, précisément là où il y a des cavités karstiques. L'argile est le produit de la décomposition des tissus mous de la vie à base de silicium.
Nous en faisons de la poterie, nous construisons des maisons avec, sans comprendre que nous tenons dans nos mains la chair du monde ancien. Ainsi, le monde souterrain de la Terre n'est pas un royaume de ténèbres et de pierres, c'est le gigantesque appareil vasculaire vidé de la planète. Un réseau qui reliait autrefois tout le vivant en un système unique, aujourd'hui brisé et vide. Nous explorons ces minuscules fragments, nous leur donnons des noms, nous dressons des cartes, mais nous ne voyons qu'une infime partie de la machine biologique grandiose qui fonctionnait ici avant l'arrivée des envahisseurs. L'extraction et le traitement de ressources à une telle échelle ne sont jamais écologiques. Pour extraire des métaux précieux du minerai ou traiter des volumes gigantesques de bois de silicium, il faut des réactifs chimiques. Il faut des acides, des solvants et des agents de blanchiment en quantité monstrueuse. Où sont passés les milliards de tonnes de déchets toxiques une fois le travail terminé? La nature n'a pas pu simplement les absorber sans laisser de traces. La réponse se trouve dans les endroits les plus stériles et les plus étranges de la carte. Dans les déserts de sel géants, comme le salar de Uyuni en Bolivie ou les Bonneville Salt Flats aux États-Unis. La géologie officielle affirme que ce sont les fonds d'anciennes mers asséchées, mais cette théorie s'effondre quand on regarde l'emplacement de ces sites. Le salar de Uyuni se trouve à 3500 mètres d'altitude, au centre d'un plateau montagneux. Comment un océan aurait-il pu se retrouver au sommet d'une chaîne de montagnes, et pourquoi l'eau s'est-elle évaporée en laissant derrière elle une surface parfaitement plane, comme un miroir, de 10 000 km²? De plus, la composition chimique de cette croûte soulève des questions. Ce n'est pas du simple sel de table, c'est un cocktail complexe de lithium, de magnésium, de potassium et de bore, des substances activement utilisées dans l'industrie chimique. Le lithium est un élément clé pour la fabrication des piles et des batteries. Pourquoi se trouve-t-il en une immense couche concentrée précisément ici, au milieu des montagnes? Les processus naturels répartissent les substances de manière uniforme. Ils ne les amassent pas en un seul tas bien net et de forme régulière. Les salars ne sont pas des mers asséchées, ce sont des dépotoirs chimiques, des endroits où l'on déversait l'eau toxique usée après l'enrichissement du minerai et le lavage de la roche. Les envahisseurs utilisaient l'eau comme solvant, la saturaient de réactifs, lavaient la roche broyée, puis déversaient simplement cette boue toxique dans des dépressions naturelles du relief ou des réservoirs créés pour l'occasion. Sous un soleil de plomb, l'eau s'évaporait et les éléments chimiques lourds se déposaient, formant une croûte blanche et dense. C'est précisément pour cette raison que rien ne pousse sur les salars. C'est une zone morte brûlée par les produits chimiques. La blancheur parfaite de ces plaines est la couleur d'une brûlure chimique sur le corps de la planète. Les fissures hexagonales qui couvrent la surface des salars rappellent étrangement la structure cellulaire de ces mêmes arbres de silicium, comme si la chimie elle-même avait mémorisé la forme de la vie qu'elle détruisait. Aujourd'hui, nous y extrayons du lithium pour nos batteries, utilisant une fois de plus les déchets des envahisseurs pour nos propres besoins. Toute notre transition énergétique verte, toutes nos voitures électriques, roulent grâce aux déchets chimiques laissés par une civilisation passée. Tous ces faits, l'anatomie des roches, la forme des carrières, l'origine des diamants, du sable, des grottes et des salars, s'assemblent pour former une image effrayante. La Terre était autrefois un organisme vivant, où les roches étaient la chair des arbres, les pierres précieuses leur force vitale et le sable leur cendre. Ce qui s'est passé n'était ni un accident, ni un cataclysme naturel. C'était une récolte froide, calculée et planifiée, menée par une civilisation très avancée. Mais tout bon fermier connaît la règle. Après la récolte, on laisse le champ se reposer. On laisse la terre en jachère pendant une longue période pour qu'elle reprenne des forces et reconstitue sa couche fertile. Des millions d'années ont passé. La nature s'est rétablie, mais sous une autre forme, à base de carbone, plus faible. Il est tout à fait possible que la vie moderne ne soit qu'une mauvaise herbe qui a poussé sur un champ temporairement abandonné. Et la pensée la plus terrifiante n'est pas ce qui s'est passé. Le plus effrayant, c'est de réaliser que les propriétaires de ce champ
pourrez revenir à tout moment pour une deuxième récolte. Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci. Cela compte beaucoup pour nous. Abonnez-vous et mettez un j'aime pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et laissez votre avis dans les commentaires. Nous les lisons.